It's my pleasure also to introduce our next speaker, Monsieur Bernard Setre, health communication expert with BNS Communication. So this presentation, you have it here already. It will be on health communication to raise awareness and mobilize the communities, a health literacy approach. You have the floor. Ok, merci pour cette invitation et pour me donner l'occasion de présenter ce qui est ma démarche de communication à santé, dont vous allez voir qu'elle consiste à éviter à tout prix ce que l'on appelle une communication verticale, qui est dénoncée par tout le monde, par les organisations internationales en santé, mais qui malheureusement est encore très pratiquée. Alors en fait, ce que je vais dire va s'inscrire dans la continuité de ce qu'ont dit les deux oratrices précédentes, enfin, dans certains domaines de ce qu'elles ont évoqué, parce que le docteur, Christine Hofmans a souligné qu'il fallait comprendre les caractéristiques sociales de la population. Vous allez voir, ça va se retrouver dans ce que je vais expliquer. Characteristics of populations, about the society. You will see that I'm going to talk about the necessity of communicating. Sur l'importance d'intégrer les attentes et les connaissances de la population, vous verrez que c'est au cœur de toute ma démarche. Quant à Rachel Lowe, elle a souligné qu'il fallait des effective health messaging and education, and designing effective health messaging is at the heart of my work. Donc, je vais vous expliquer ma démarche qui est une approche de culture en santé. Alors d'abord, on va dire deux mots de ce que la communication en santé n'est pas. Alors d'abord, la communication en santé, ce n'est pas la communication institutionnelle ou politique. Par exemple, un ministre de la Santé va communiquer sur sa politique. Le président Macron a beaucoup communiqué sur la politique que menait le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Je ne discute pas ici de la pertinence ou non. Voilà. Ça, c'est une communication politique. La communication en santé, c'est en fait autre chose, parce que, essentiellement, nous ne communiquons pas sur des interventions. Nous n'expliquons pas les interventions que nous sommes en train de faire. Mais la communication santé est souvent une intervention parmi les autres dans la lutte contre une maladie, et c'est même souvent la principale intervention. Par exemple, puisqu'on parle des arboviroses et la lutte contre les vecteurs, si dans le domaine de la prévention, la lutte contre les nids larvaires, la communication est évidemment un élément essentiel. Donc la communication fait partie de l'intervention. Alors là, je vais peut-être vous surprendre un peu, mais la communication santé, ce n'est pas de l'information. Il y a la communication scientifique, il y a le journalisme. J'ai été journaliste, j'ai la plus grande estime pour les journalistes scientifiques en santé notamment, qui font généralement, je trouve, d'excellent travail. Leur job, c'est d'expliquer le mieux possible une question scientifique à la population. Que ce soit dans le domaine de l'espace, la découverte spatiale, ou dans le domaine du réchauffement climatique, ou dans le domaine de la lutte je sais pas, du diabète ou du Covid-19. En fait, la communication en santé, c'est différent du journalisme en santé. C'est différent dans ses objectifs et dans son approche. En effet, le but, là je parle bien du but, hein, le but de la communication en santé, ce n'est pas d'informer. Informer, pour nous, c'est un moyen. Un moyen pour que la population adopte les comportements que nous souhaitons qu'elle adopte. Il ne faut jamais oublier que la communication en santé vise à faire adopter des comportements. Mesures préventives contre le Covid-19, le fait de se faire vacciner ou de faire vacciner ses enfants, utiliser des moustiquaires, ça a été évoqué, lutter contre les gîtes larvaires, ça a été évoqué aussi, changer le régime alimentaire, faire de l'exercice, etc. Notre but est toujours d'obtenir un changement de comportement.
Or, un individu ne va adopter un comportement que s'il est convaincu que c'est le mieux pour lui-même et pour ses enfants. Alors, je vais prendre maintenant 3 exemples historiques de résistances qui sont apparues lors de campagnes de santé publique, et on va essayer de voir rapidement, bien sûr, pour quelles raisons ces résistances sont apparues. J'ai choisi délibérément des exemples très différents géographiquement, dans le temps et en fonction de la maladie concernée. En premier exemple, c'est le programme mondial d'éradication, pardon, le terme exact est l'initiative mondiale d'éradication de la polio. The exact program is Global Polio Eradication Initiative. 34 years ago. 34 years ago is already old. A lot of people were not active in life. So the WHO launched on 13th May 1988 General Assembly, and during their General Assembly, they launched the Global Polio Eradication Initiative. The eradication did not take place, and the delay puisque comme vous le voyez ici sur la diapositive, l'éradication était prévue pour l'an 2000, on est en 2022, donc ce retard planned for year 2000, and this delay allowed the emergence of an epidemic of vaccine-derived viruses dérivés du virus vaccinal utilisé pour le vaccin oral. Alors, donc l'éradication n'a pas eu lieu, 34 ans après qu'elle ait été décidée, 22 ans après la date à laquelle elle aurait dû être atteinte. Et pourquoi? Eh bien, la polio, c'était le candidat idéal pour l'éradication. La variole avait été éradiquée en 1980, donc 8 ans avant cette décision d'éradication de la polio. La polio, c'était le candidat idéal. Elle coche toutes les cases de ce qu'il faut pour qu'une maladie soit éradiquée. Pas de réservoir animal, pas de problème de ce côté-là donc. Et puis 2 vaccins à la fois efficaces et complémentaires. Un vaccin injectable, bon, celui que l'on donne aux enfants, par exemple, dans nos pays, et un vaccin oral utilisé pour la vaccination de masse, qui a l'avantage, en outre, d'être facile à administrer, puis en outre, un second avantage, c'est que comme c'est fait avec un virus vivant atténué, le virus vaccinal se réplique chez les enfants qui sont vaccinés et va contaminer d'autres enfants. Donc, ils vont être vaccinés, même s'ils n'ont pas reçu eux-mêmes les 3 gouttes de vaccin dans la bouche. Donc, pas de réservoir animal, des vaccins efficaces. So why? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ben, ça n'a pas fonctionné à cause de résistances qui sont apparues dans la population. Résistances qui sont apparues dans 2 régions du monde que vous voyez ici. L'une dans le nord du Nigeria, sud du Tchad. L'autre, la région Inde, Pakistan, Afghanistan. Alors, je ne vais pas longuement détailler ces résistances, leurs causes. Je vais m'appuyer sur 2 articles dans des revues scientifiques, mais des articles plus journalistiques de terrain. Ce premier est dans le Lancet, à propos de l'Inde. Donc, un journaliste dit « Qui croirez-vous? Vous êtes la mère de jeunes enfants. You are the mother of young children living in a rural village in northern India. The government ne tient pas compte de vous, le village n'a pas d'eau potable, n'a pas de système sanitaire et n'a pas de route correcte. » Et puis, tout à coup, des représentants du gouvernement viennent et ils veulent donner à vos enfants quelques gouttes dont ils disent que cela va les protéger contre une maladie que vous n'avez jamais eue ou dont vous n'avez jamais entendu parler, la poliomyélite. Donc, en lisant ça, on voit tout de suite qu'évidemment, les gens vont se demander pourquoi. D'autant plus qu'en Inde, la fois précédente où il y a eu une campagne en direction de l'ensemble de la population, c'était à l'époque d'Indira Gandhi pour inciter les gens à se faire stériliser. On leur donnait
des roupies, du riz pour qu'ils se fassent stériliser. Maintenant, à propos du Nigeria, là c'est PLOS, donc un article qui, le journaliste qui a vu une campagne de vaccination au Nigeria, comme je l'ai fait moi-même en Inde, vaccination de masse, là où on donne des gouttes aux enfants, tous les enfants qu'on trouve dans la rue ou au porte-à-porte. Donc ce journaliste dit, du point de vue d'un Nigérian, se voir proposer un médicament gratuit est aussi surprenant que si en Amérique, un étranger allait de porte en porte pour tendre des billets de 100 $. Cela n'a aucun sens dans un pays où les gens se battent pour obtenir les médicaments les plus élémentaires et avoir les soins de base dans des établissements sanitaires locaux. Donc, avec ces deux articles, on peut sentir que la population ne comprenait pas pourquoi on venait avec tambour et trompette, mais alors là, au sens propre du terme, j'ai assisté à une journée de vaccination en Inde, c'était vraiment avec des tambours, des trompettes, des tambours perchés sur des éléphants, enfin, le musicien avec son tambour perché sur un éléphant, pour dire aux gens, faites vacciner vos enfants, faites vacciner vos enfants. Quand vous êtes délaissé des services de santé depuis une éternité, vous vous demandez finalement pourquoi. Et donc, il y a des rumeurs qui sont apparues, première rumeur, enfin, des rumeurs sur lesquelles ce vaccin polio, en réalité, était fait pour stériliser les petites filles. Alors, ce qui est intéressant, bien avant qu'Internet existe, parce qu'aujourd'hui, on met beaucoup de choses sur le dos des fausses nouvelles qui circulent sur Internet, bien avant qu'Internet existe, en tous les cas, soit généralisé, la même... All the sharing of knowledge, the same rumor exploded in these different countries, in Chad as well and in Pakistan. So everybody believed that polio vaccine. Minorité des régions musulmanes, que ces rumeurs sont apparues des régions en but à un pouvoir central d'une autre groupe ethnique ou d'autres confessions. Et donc les familles ont caché leurs enfants. Alors, cette résistance vaccinale qui est apparue pour la raison que je viens d'évoquer en vitesse, que je vous fais plus deviner davantage que je ne les explique, a trouvé un écho avec des oppositions ethniques, politiques et religieuses locales, je viens de l'évoquer, des conflits avec le pouvoir central. C'est allé très loin, puisque au Pakistan, en Afghanistan, des vaccinateurs, des volontaires vaccinateurs ont été assassinés et les talibans se sont emparés de la lutte contre la campagne de vaccination contre la polio. Donc on voit un enchaînement qui s'est fait, des doutes qui apparaissent dans la population, et après, plus on insiste pour dire « faites vacciner », plus ces doutes vont se transformer en méfiance et en hostilité. Alors, la communication a été ajustée, des imams et des leaders communautaires ont été associés aux campagnes de vaccination, je l'ai vu en Inde, et l'OMS a organisé des voyages avec des leaders de confession musulmane dans les pays producteurs du vaccin oral qui est administré aux enfants, pays qui sont des pays musulmans, tels que à majorité musulmane, tels que je crois la Malaisie, l'Indonésie. Voilà. Donc pour bien montrer que ces vaccins n'étaient pas fabriqués par les Américains, mais par un pays où la majorité de la population est musulmane. Ça a permis de supprimer le virus, finalement, en Inde, au Pakistan et dans le nord du Nigeria, mais malheureusement, comme je le dis, ce n'est pas suffisant parce qu'il continue à persister aujourd'hui. Un autre exemple en vitesse, au Brésil en 1904, Rio de Janeiro, on a vu une photo tout à l'heure, je suppose qu'en 1904, c'était très différent de la photo qu'on nous a montrée, bien évidemment. Donc le gouvernement a fait passer une loi pour détruire les maisons pauvres, afin de faire une rénovation immobilière, une opération immobilière. Et juste après, des équipes sont passées pour vacciner la population contre la variole. Eh bien, il y a eu des émeutes violentes avec environ 1000 arrestations, 500 déportations et une trentaine de morts. Michel Foucault a parlé, de façon très intéressante, de biopouvoir, en expliquant que dans le passé, les chefs d'État avaient le pouvoir d'envoyer les gens à la mort, leur faisant faire la guerre, et que maintenant,
pouvoir, la possibilité de protéger les gens en leur fournissant des services de santé, ce qu'il appelle le biopouvoir. Finalement, face à un biopouvoir, si vous me permettez l'expression, je vais dire qu'il y a des bio-oppositions qui apparaissent. On l'a vu de nombreuses reprises, notamment avec le Covid récemment. Alors, un autre exemple maintenant, là, on va venir en France, donc avec la vaccination contre la grippe H1N1 en 2009. Alors, je rappelle qu'en 2009, il y a une nouvelle grippe qui est apparue. Comme vous le savez, le virus de la grippe change tous les ans, avec une mortalité, une morbidité un peu curieuse. Notamment, c'était des jeunes qui étaient malades et qui mouraient, alors qu'habituellement, la grippe est plutôt pathogène et mortelle chez des personnes âgées. C'est apparu en février-mars 2009, ça s'est répandu rapidement, et on a beaucoup craint à l'époque que ce soit la grande pandémie que l'on attendait depuis longtemps, et depuis longtemps l'OMS disait attention, on va voir bientôt une grande pandémie grippale du genre de celle de la grippe espagnole, et on a craint à ce moment-là que c'était le début de cette terrible pandémie. La France est le premier pays producteur de vaccins contre la grippe. Alors, le gouvernement français, qu'a-t-il fait? Il a acheté des stocks de vaccins avant même qu'ils soient produits, il les a préachetés, comme on l'a fait récemment à nouveau pour le Covid, et il a mis en place une vaccination de masse. Mais finalement, assez vite, c'est-à-dire dès le mois de juin, on s'est aperçu que cette grippe H1N1, loin d'être davantage mortelle, grave, au contraire, elle était beaucoup moins mortelle, il y avait moins de malades et il guérissait rapidement, comme l'a constaté Margaret Chan, qui était la directrice générale de l'OMS, au mois de juin, dans la citation que je mets ici. En France, le professeur Bernard Debré, que je pense que l'audience actuelle doit connaître, a dit que c'était une grippette. Et il a dit que c'est une pandémie de l'indécence, parce qu'on déploie des moyens qui sont disproportionnés par rapport à la gravité de cette grippe H1N1. Les médecins, évidemment, les pharmaciens parlaient à leurs patients ou à leurs clients, en expliquant. Les patients posaient des questions, les médecins expliquaient, mais non, finalement, ne vous inquiétez pas, c'est une grippe qui est moins grave que la grippe saisonnière habituelle. Et puis les journalistes expliquaient évidemment cela dans les journaux, à la télévision, etc. Face à ça, que fait le gouvernement? Alors, pardon, excusez-moi, le bilan de la mortalité a montré que c'était effectivement une grippe beaucoup moins mortelle que les grippes saisonnières habituelles. Je vous mets des chiffres ici, une mortalité bien inférieure. Alors, pour le gouvernement, c'était un défi politique. À l'époque, le président Sarkozy, de droite, je crois que je n'ai pas besoin de l'expliquer aux gens qui m'écoutent, était au pouvoir et la gauche avait été embarrassée par le scandale du sang contaminé en 1985, quand des gens avaient été contaminés par le VIH à travers des produits destinés aux hémophiles ou des transfusions sanguines, à une époque où c'était le Parti socialiste qui était au pouvoir. Donc là, le président Sarkozy et son gouvernement voulaient montrer qu'eux, ils défendaient vraiment la santé des Français. Tout était fait pour défendre la santé des Français. Donc, il s'est accroché à son plan de vaccination massive. Et pour essayer de justifier ce plan, le ministre de la Santé, notamment, et l'ensemble du gouvernement, a exagéré le nombre de cas sévères, a insisté sur le fait que c'était une grippe très sévère, qu'il y avait des enfants qui mouraient. J'ai une interview, je n'ai pas le temps de vous montrer là à la télévision, de Roselyne Bachelot, qui est à l'époque ministre de la Santé, qui parle des enfants dont les petits poumons sont ratatinés par le virus et qui meurent sous les yeux de leurs parents dans les hôpitaux, etc. Donc un discours qui vise à dire aux Français, c'est une grippe grave, sévère, etc. Alors, quelle a été la perception de la population? C'est que la communication du gouvernement contredisait les connaissances médicales, ce que disaient par ailleurs les médecins, l'OMS, etc. Et la vaccination de masse apparaissait comme disproportionnée par rapport à la mortalité et la morbidité de l'épidémie. Le gouvernement aurait pu dire, nous avons mis en place au début de l'année une vaccination de masse parce que nous pensions que
cette pandémie allait être peut-être aussi mortelle que la grippe espagnole. Bon, les vaccins sont là, c'est gratuit, faites-vous vacciner, c'est mieux d'être vacciné que de ne pas l'être. Il aurait pu avoir une communication correspondant à la réalité. Au lieu de ça, il a voulu tordre le bâton et ça s'est vu qu'il tordait le bâton. Donc, finalement, ça a ouvert la porte aux rumeurs. Alors, on a beaucoup parlé des effets secondaires des vaccins, de l'aluminium qui était dans les vaccins, etc. Et surtout, le gouvernement a été accusé d'être manipulé par le producteur de vaccins Sanofi, dont il avait acheté à l'avance des millions de doses de vaccins, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là aussi, on a vu cet enchaînement des doutes qui se sont transformés en méfiance, avec l'insistance pour se faire vacciner, et qui se sont transformés en hostilité. L'objectif du gouvernement, c'était que 75% de la population soit vaccinée. En réalité, 7,9%, à peu près 10 fois moins seulement, ont été vaccinés. Donc un échec cuisant. Entre parenthèses, ça n'a pas empêché Roselyne Bachelot d'essayer de donner des leçons au début de l'épidémie de Covid-19, mais c'est autre chose. Ce qui est plus gênant, parce que ça s'est traduit par des milliers de morts qui auraient pu être évités, c'est que cela a discrédité toute la vaccination contre la grippe, avec une baisse significative de la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière chez les personnes de plus de 65 ans. Excusez-moi. Vous voyez ici les chiffres, et il a fallu longtemps pour revenir au niveau initial. Alors, ici, bien évidemment, je ne parle que des aspects liés à la communication. D'autres raisons ont été évoquées pour expliquer l'échec de cette vaccination, puisque vous voyez, 7,9% des gens ont été vaccinés seulement, 10 fois moins que l'objectif. D'autres explications qui sont valables, qui sont complémentaires. Je n'ai parlé ici, bien entendu, que de l'aspect communication. Alors maintenant, je viens de parler de vaccins et de gens qui se méfient des vaccins. Eh bien, des accidents vaccinaux, il y en a eu dans l'histoire. Je vais vous en citer quelques-uns. En 1902, par exemple, en Inde, 19 personnes mortes du tétanos après avoir été vaccinées contre la peste. Alors, on accuse le créateur du vaccin, Atkin, qui, par ailleurs, était juif à une époque où l'antisémitisme était très virulent. Donc, vous voyez ce type d'accusation ou de sous-entendu ou d'accusations explicites qu'il pouvait y avoir. Finalement, une enquête a été menée et c'est une infirmière qui s'était trompée, qui avait utilisé des seringues contaminées par le tétanos pour vacciner des gens. Un autre accident, en 1929, alors celui-ci est très célèbre, ce qu'on appelle l'accident de Lübeck, où 209 enfants ont eu la tuberculose après la vaccination contre le BCG. 73 en sont morts. C'est un incident de Lübeck qui est souvent cité. Alors, on s'est aperçu qu'il y avait une contamination lors de la chaîne de production du vaccin dans un laboratoire. Un autre exemple, en 1942, près de 26 000 soldats américains attrapent une hépatite après de la vaccination contre la fièvre jaune. Là aussi, il y a une contamination dans l'unité de production du vaccin. 1955, peu de temps après l'invention du vaccin contre la poliomyélite, un an en fait après l'invention du vaccin contre la poliomyélite, il y a ce qu'on appelle l'accident Cutter, c'est-à-dire que un virus a été mal inactivé dans le laboratoire Cutler et cela cause 204 cas de poliomyélite, dont 11 morts. Alors le vaccin inactivé, le vaccin contre la poliomyélite inactivé, celui de John Salk, qui était produit par Cutter, a été interdit aux États-Unis pendant un an et la réputation du vaccin en a souffert pendant quelques années. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces accidents vaccinaux? Eh bien, parce que justement, ces accidents vaccinaux n'ont jamais été à l'origine d'une résistance durable contre la vaccination. L'accident Cutter, qui est sur cette diapositive, a entaché le vaccin pendant quelques années, puis la vaccination après a repris son rythme, etc. Les résistances contre la vaccination, en fait,
dans l'histoire, elles ne viennent jamais de problèmes réels liés au vaccin. J'ai parlé de la résistance contre la poliomyélite. Le vaccin oral contre la poliomyélite a un effet secondaire qui est grave, c'est que dans à peu près une vaccination, une dose administrée toutes les millions ou 2 millions de doses, le virus vaccinal redevient virulent et cause des poliomyélites. Donc c'est un effet secondaire grave, réel, rare et grave, réel, mais ce n'est pas ça qui alimente la résistance. Alors maintenant, je vais vous prendre 3 exemples de communication basés sur des représentations de la population. Alors, d'abord, un programme destiné à promouvoir l'allaitement maternel exclusif en RDC, allaitement maternel exclusif pendant 6 mois en RDC. Nous avons mené une étude anthropologique et nous avons eu différents résultats, dont l'un était que toutes les mères avaient entendu parler de la recommandation et aucune ne l'appliquait. D'ailleurs, des études CAP de l'UNICEF montraient que cette recommandation était très peu appliquée alors que les femmes la connaissaient. Alors, nous avons défini une stratégie de communication qui consistait d'une part à se dire ça ne sert à rien de répéter aux femmes une fois de plus ne donner que du lait maternel pendant 6 mois, puisqu'on leur a déjà dit X fois. On leur a dit 10 fois. Nous, si on vient leur dire une 11e fois, peut-être en criant plus fort, ça ne va pas changer les choses. Il ne faut pas blâmer les femmes. Une femme pense toujours qu'elle fait le mieux pour son bébé. Et dire aux femmes ce que vous faites pour votre bébé, c'est pas bon, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il fallait, c'était comprendre les raisons pour lesquelles les femmes donnent de l'eau ou de la blédine ou des purées quelconques à leur nouveau-né. Alors, je vais prendre quelques exemples en vitesse de ce que nous avons fait. Alors, une des choses que disaient les femmes, non seulement les femmes, mais aussi les belles-mères et puis les maris, c'est que les bébés ont besoin de boire de l'eau. On est en Afrique, il fait chaud, nous on boit de l'eau. Si je ne donne pas de l'eau à mon bébé, je le punis, mon bébé. Eh bien, voyez comment on a essayé d'y répondre avec ici boîte et images, enfin une aide de visite qui était montrée par les volontaires qui passaient au porte-à-porte dans le cadre du programme pour sensibiliser les femmes. On a fait un petit peu d'anatomie. Vous voyez un bébé, donc on expliquait que si on remplit l'estomac du bébé avec de l'eau, il y a moins de place pour le lait. Et puis on expliquait aussi, alors ça c'est en lingala, la langue locale, que dans le lait, il y a à la fois l'eau et les matières nutritives dont le bébé a besoin. Donc il y a toute l'eau dont le bébé a besoin. Il n'y a pas besoin de rajouter de l'eau en lui donnant de l'eau par ailleurs. Les femmes disaient la bouillie nourrit mieux mon enfant que mon lait. La bouillie, bien moins, ça nourrit. Le lait, c'est pas très consistant, ça ne va pas bien nourrir. Et puis, il y a aussi des femmes qui disaient, parce qu'en RDC, beaucoup de gens souffrent de la faim. Il faut avoir été en RDC pour le savoir. Et les femmes disaient, mais moi, j'ai faim. Je souffre de la faim. Ce n'est pas possible que mon lait soit suffisamment nourrissant. Alors là, voilà comment on a essayé d'y répondre. On a expliqué que dans le lait, il y a toutes les matières nutritives. En fait, tout ce que mange la femme se retrouve dans le lait. Et puis qu'une femme maladive a un bébé qui va être en bonne santé, aussi bien qu'une femme, excusez-moi, mal nourrie, aussi bien qu'une femme qui est très bien nourrie, parce que finalement, le lait aura les mêmes qualités nutritives. Alors, un autre programme également en RDC qui consistait à soutenir les femmes enceintes en leur expliquant notamment qu'elles devaient aller en consultation prénatale dès le premier trimestre de grossesse, dès qu'elles savaient qu'elles étaient enceintes. Là aussi, nous avons mené une étude anthropologique qui nous a fait découvrir quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout. C'est-à-dire que les femmes, la grande majorité des femmes, donc dans cette région rurale de RDC, pensent qu'il n'y a pas vraiment de bébé dans le ventre tant qu'elles ne sentent pas les mouvements du bébé. C'est que du sang, le bébé n'est pas constitué. Donc, tant qu'il n'y a pas de mouvement du bébé sensible, il n'y a pas besoin de se préoccuper et d'aller en consultation prénatale. Alors là aussi, voilà une image que nous avons utilisée, une image qu'on trouve dans les livres de CM2 en France. Eh bien, vous voyez l'image absolument classique du fœtus qui a 1 mois et grand comme un grain de riz, qui ensuite grossit, voilà, et jusqu'à 9 mois. Donc, pour expliquer aux femmes que finalement, dès qu'elles n'ont plus leurs règles, il y a déjà le bébé qui est là. Il est tellement petit, elles ne le sentent pas, mais il est déjà là.
Alors maintenant, mon troisième exemple, c'est sur le Covid-19, un programme que nous avons mené en Afrique pour l'Organisation ouest-africaine de la santé, qui regroupe 15 pays d'Afrique de l'Ouest. Alors, qu'est-ce que nous voulions savoir? D'une part, quelles étaient les connaissances acquises par la population, qu'est-ce qui était insuffisamment connu, et qu'est-ce qui était inconnu, pas connu ou méconnu, avec des idées fausses, afin d'adapter la communication. Alors, nous avons mené cette enquête dans 5 pays, elle est publiée dans les articles qui sont là. Si ça vous intéresse, en gros, sur les diapositives, vous pourrez consulter les articles. Alors, premièrement, sur les gestes barrières. Alors, la question, avez-vous entendu ce message? Donc là, pas très étonnant, presque tout le monde a entendu le message. Vous avez ici, vous voyez les messages, ne serrez pas les mains, restez à distance, lavez-vous les mains, etc. Vous voyez, pratiquement 100% des gens, plus de 95%, avaient entendu le message. Pas étonnant. Le résultat suivant était plus étonnant, en tous les cas, moi, personnellement, on m'a surpris et tous les gens de l'équipe. On a demandé aux gens, est-ce que vous pensez que ce conseil est utile pour se protéger contre le Covid-19? Alors, on va s'arrêter simplement sur les masques, on n'a pas le temps de tout voir. Les masques, ils sont ici en vert. Vous voyez, en vert, c'est les gens ici qui pensent que porter un masque est utile pour se protéger contre le Covid-19. Donc, vous voyez, on va de 75% à 98%, selon les pays. Et voici la réalité. Voici des photos prises sur le terrain. À chaque fois, vous avez entre parenthèses le pourcentage de gens dans le pays concerné qui pensent que le masque est utile pour se protéger contre le Covid-19. Vous voyez que personne ne le porte, y compris là, ce qui est amusant ici en Sierra Leone, c'est que c'est un meeting de la Première Dame. Vous voyez, c'est les gens qui assistent au meeting de la Première Dame du pays. Il y a juste les policiers qui sont un peu obligés de le porter, et la plupart le portent encore sous le menton. Donc, les gens savent que le masque protège et ils ne le portent pas. Alors, autre résultat, ici, qui peut vous transmettre le Covid-19? Alors ici, vous avez une personne malade, vous voyez que 91% des gens pensent qu'une personne malade peut transmettre le Covid-19. Évidemment, c'est vrai. Ici, vous avez une personne non malade, asymptomatique. Eh bien, seulement 20% en moyenne dans les 5 pays des gens pensent qu'une personne asymptomatique peut transmettre le Covid-19. Alors qu'en Afrique, on estime qu'environ 80% des transmissions sont asymptomatiques. Vous voyez un très gros déficit de connaissances. Et puis alors ici, vous avez différentes façons d'attraper le Covid-19, assez surprenantes. Vous voyez, donc 23% des gens pensent que les œufs peuvent le transmettre, 29% que le poisson peut le transmettre, etc. Beaucoup plus de gens pensent que les œufs, le poisson, etc., voire les moustiques peuvent transmettre le Covid-19 qu'une personne asymptomatique. Donc une très forte méconnaissance des conditions de la transmission. Maintenant, le risque de maladie grave Covid-19, très sous-estimé, et notamment le surpoids, qui est très important en Afrique, vous voyez qu'ici en violet, qui est largement inconnu. Maintenant, une autre chose intéressante, c'est ce que pensent les gens interrogés dans ces 5 pays sur le risque des gens de plus de 60 ans de faire un Covid grave. Ici, c'est par tranche d'âge. Ben, si vous voyez, parmi les gens, ici, ce sont les gens qui pensent que les plus de 60 ans sont davantage à risque. En bleu, c'est les répondants de moins de 25 ans. Vous voyez que les jeunes savent à 70% que les personnes de plus de 60 ans sont à risque. Par contre, les personnes de plus de 60 ans, qui sont ici en vert, elles ne sont que 47% à savoir qu'elles-mêmes sont davantage à risque. Alors maintenant, d'autres informations provenant d'autre chose que de nos études, nous avons des remontées du terrain disant que beaucoup de gens pensent que le Covid-19 n'est pas dans leur pays. Et puis ici, vous avez une étude qui a été menée. La question, c'est pensez-vous que la menace du coronavirus est exagérée? Vous voyez. Virus is exaggerated. D'accord et totalement d'accord. So the answers totally agree and agree are put together. And so we have 60% in Burkina Faso. La menace est exagérée. Maintenant, ça c'est en octobre-novembre 2020, c'est une autre étude donc menée par Africa CDC, par la nôtre d'études. Le nombre de gens, le pourcentage de gens qui connaissent quelqu'un qui a été testé positif. Alors ils peuvent avoir connu des gens qui ont été infectés, mais ils ne savent pas qu'ils ont été infectés. C'est le nombre de gens qui connaissent quelqu'un dont ils savent qu'il a été infecté. J'ai pris différents pays, vous voyez au Gabon, parmi l'ensemble
En général, les gens pensent qu'ils connaissent jusqu'à 19%, vous voyez, et ici, au Burkina Faso, on a 5% des gens qui connaissent quelqu'un qui a été infecté. Maintenant, si on leur demande parmi vos proches, en rouge, vous voyez, alors là, c'est très, très faible, au Gabon, 3%, au Burkina Faso, quasiment 0% des gens qui connaissent un proche qui a été infecté. Alors, nous avons mené une enquête qualitative qui est publiée dans cet article en français dans la revue Médecine tropicale et santé internationale publiée par la Société francophone de médecine tropicale et santé internationale à laquelle j'appartiens et dans laquelle vous serez tous les bienvenus. Donc, dans cette enquête qualitative, nous avons interrogé des gens qui émettaient des idées fausses sur le Covid-19. Et parmi ces gens-là, quasiment tous disaient « Moi, je vois à la télévision sur France 24, BBC et d'autres chaînes étrangères, des gens qui sont malades et qui meurent du Covid-19. Au Brésil, ils ont passé de place dans les cimetières pour enterrer les morts. Et nous, sur notre télévision, on ne voit pas de malades, on ne voit pas de morts. Donc, c'est une maladie qui existe, mais pas chez nous. On ne voit pas les malades et les morts chez nous. Alors, donc, pourquoi est-ce que les gens sont réticents à respecter les gestes barrières et aujourd'hui à se faire vacciner contre le Covid-19? Eh bien, je ne suis pas en contact avec des patients, des malades, il n'y a que les malades qui transmettent la maladie. La maladie n'est pas dans le pays. La menace du Covid-19 est exagérée parce que les gens ne sont pas conscients d'être dans des groupes à risque ou d'avoir dans leur famille des gens qui sont des groupes à risque et qui risqueraient de contaminer. Dans ces conditions, pourquoi utiliser les gestes barrières? Pourquoi me faire vacciner? Et c'est là toute la question de l'adhésion aux mesures de prévention contre le Covid-19. En tous les cas, dans les 5 pays d'Afrique de l'Ouest sur lesquels j'ai travaillé, mais je pense que ça ne se limite pas à ces pays-là. Alors, quelle stratégie de communication avons-nous proposé après ces recherches? Premièrement, de montrer que le Covid-19 est présent dans le pays. Deuxièmement, d'expliquer la maladie, la transmission asymptomatique, c'est-à-dire des gens qui sont apparemment, qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de symptômes, peuvent vous donner le virus et vous pouvez être gravement malade, ou bien vous pouvez transmettre le virus à votre vieille mère ou votre vieux père qui sera gravement malade. Et puis donc, expliquer les facteurs de risque. Alors maintenant, pour terminer, conclure, rassembler ce que je viens de dire, qu'est-ce qu'une approche de communication en santé, en tout cas, que doit-elle être? Qu'il s'agisse de faire appliquer des mesures de prévention, d'inciter les gens à se faire vacciner, de sensibiliser, par exemple, à une meilleure hygiène alimentaire, à l'exercice physique pour lutter contre le diabète, le surpoids, etc., quelle que soit la question de santé concernée. Le défi, la véritable difficulté, ce n'est pas de trouver comment expliquer le mieux possible la maladie, le vaccin, le traitement, la question médicale ou scientifique. Je ne dis pas que ce n'est pas important de l'expliquer. Bien évidemment, il faut l'expliquer le mieux possible. J'ai été journaliste scientifique, maintenant je fais une agence de communication, donc c'est une évidence qu'expliquer le mieux possible les aspects médicaux et scientifiques est important. Mais le défi, il n'est pas là, parce que ça, on arrive finalement à le faire, plus ou moins. Le vrai défi, c'est d'évaluer les représentations de la population afin de définir une stratégie de communication qui va contribuer au changement de comportement que nous voulons, parce que c'est toujours un changement de comportement que nous recherchons dans la communication en santé. Si on ne relève pas ce défi, on court le risque d'être à contre-pied de ce que pense la population et de susciter des doutes, des méfiances et de l'hostilité. Et donc, l'approche de culture en santé que je promeus consiste à se demander quelles sont les représentations, les connaissances, les espoirs, les craintes, etc. de la population. Pour cela, de mener ses propres recherches, de rencontrer des gens du terrain, de mener éventuellement des enquêtes sociologiques, anthropologiques. C'est pour ça que j'ai dit, je dit tout à l'heure que je fais fréquemment appel aux sciences de l'homme et de la société, en tous les cas dans lesquels je m'intègre, mais aux anthropologues ou aux sociologues de la santé, afin de définir une stratégie de communication sur laquelle nous pouvons bâtir des plans et des outils que
nous allons utiliser avec la population. Et d'avoir en retour le retour de la population sur sur les messages que nous mettons en avant. C'est ce que j'appelle une approche circulaire, par opposition à une approche verticale. Et la culture en santé, health literacy en anglais, doit être notre boussole. Quelle est la culture en santé de la population sur la question de santé concernée? Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Sepp, pour cette présentation vraiment passionnante. Je vois que nous avons déjà quelques questions dans la section questions-réponses. Je voudrais encourager les participants à mettre leurs questions, à la fois à propos de votre présentation, mais aussi sur les deux présentations précédentes et éventuellement aussi pour voir les intersections, on va dire, entre les présentations. Je vous laisse, je vais lire les questions si vous voulez. Je les vois, c'est bon, je les vois. Est-ce que vous pouvez les lire pour les, oui, bien sûr, bien entendu, pour les bien interprètes? entendu, Merci. Bien entendu. Donc, Andy, qui est écrit en français avec un prénom qui sonne plutôt américain. Merci, Andy. Quels sont les moyens les plus efficaces pour lutter contre la désinformation, les fake news, les rumeurs, selon vous? Alors là, c'est la question difficile. C'est la question à 100 balles, même à 100 000 balles. Parce qu'en fait, à mon avis, il n'y a pas tellement de solutions. Bon, je vais vous surprendre, hein, parce que moi, mon métier, c'est de faire de la communication en santé. Je veux dire, on ne peut pas lutter contre les fausses rumeurs. C'est-à-dire, bah, celui-là, il change le métier. Hein. C'est pas ça. C'est que, si vous voulez, on ne peut pas empêcher que les fausses rumeurs circulent sur Internet. Alors, il ne faut pas accorder trop d'importance, à mon avis, aux fausses rumeurs qui circulent sur Internet, et on le fait trop. Je parle de la communication en santé. Hein. Je ne suis pas en train de parler d'une campagne politique du président Trump aux États-Unis, hein, ou des influences. Enfin voilà, je ne parle pas de politique, je parle de communication en santé. Je pense qu'il ne faut pas trop accorder d'importance à cette circulation de fausses rumeurs. D'abord, j'ai montré dans les exemples tout à l'heure, quand j'ai parlé de la poliomyélite ou du Brésil en 1904, ou de H1N1 en France en 2009, où Internet n'était quand même pas encore très développé. Vous savez, les rumeurs, elles ont existé bien avant qu'il y ait Internet. Et j'aurais pu vous présenter d'autres exemples. Hein. Je donne des cours où pendant 3 heures, je parle uniquement d'exemples. Bon. Donc, les fausses rumeurs, elles ont toujours circulé. Avec Internet, elles circulent plus vite. Mais ce n'est pas Internet la cause. Et c'est là qu'on se trompe souvent. J'ai un article qui est sous presse dans le Lancet Global Health, qui est une réponse que je fais à un article publié par des chercheurs africains. C'est très court, hein, c'est une réponse, c'est vite lu. Hein. L'avantage, c'est que c'est vite lu, hein, qui va apparaître donc dans les jours qui viennent. Où des gens expliquent pourquoi les Africains sont réticents à la vaccination contre le Covid-19. Alors, ils avancent tout un tas de raisons qui sont complètement fausses, quoi, c'est tout. Donc, on se met, en se focalisant trop sur les fausses rumeurs qui circulent, si vous voulez, on ne regarde pas là où se trouve le vrai problème. Alors, il faut étudier les fausses rumeurs qui circulent. Je vais commencer un programme très bientôt, dont ça va être une composante. Il faut les étudier, il faut être au courant des fausses rumeurs qui circulent, c'est une évidence. Maintenant, je ne pense pas qu'on puisse y répondre, parce qu'y répondre, c'est contribuer à les propager. Hein, si vous dites le vaccin contre le Covid ne contient pas des puces fabriquées par Bill Gates, ben, paf, vous contribuez à propager cette stupidité. Bon. Et puis, Internet circule aussi des bonnes nouvelles, des bonnes informations. Les gens sont très informés aujourd'hui sur le Covid-19. Sur le vaccin ARN, tout le monde en a entendu parler. Donc, il n'y a pas que des stupidités qui circulent sur Internet. Il faut faire confiance à l'intelligence de la population. Et ce qu'il faut, c'est comprendre pourquoi les gens sont réticents, comme je l'ai montré à propos de l'Afrique de l'Ouest.
Les gens sont réticents à la vaccination aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, essentiellement parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas à risque pour le Covid-19. Donc, ce qu'il faut, c'est leur expliquer pourquoi ils sont à risque. Vous voyez? Et ce n'est pas répondre aux stupidités qui circulent sur le vaccin. Voilà. La seconde question, excusez-moi, je parle un peu longtemps. Quels seraient les facteurs influençant le plus les changements de comportement? Alors, le même ND, ça dépend en fait vraiment ça dépend de ce dont on parle en fait. Là, j'ai pas de réponse. Ça dépend de ce dont on parle. Par exemple, si on prend le Covid-19, on est encore dedans quand même. Hein, à la fin de l'année 2020, on pensait que les Français n'allaient pas se faire vacciner beaucoup parce qu'il y avait des sondages de là qui disaient intention vaccinale, que je n'aime pas beaucoup, moi, ces sondages-là, et qui disaient que 70% des Français n'étaient pas prêts à se faire vacciner. J'ai jamais cru. Hein, je ne le dis pas seulement maintenant parce que je l'ai écrit à l'époque. J'ai jamais cru. Et ils étaient hésitants. Parce qu'on parle d'hésitation vaccinale. Bah oui, ils hésitaient. Moi aussi, j'hésitais. On nous a expliqué que le vaccin, ça mettait 5 ans. Bon, pof, on avait un vaccin en 1 an. ARN, nouvelles techniques et tout. Bon, ben moi aussi, j'hésitais. Et puis après, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu que le vaccin était efficace, la morbidité, la mortalité baissaient et que les effets secondaires étaient quand même limités. Moi, comme d'autres, je dis oui, je me fais vacciner dès que possible. Bon, voilà. Donc, les gens se sont fait vacciner. Et puis maintenant, la France, c'est un des pays où le taux de vaccination est le plus élevé. Et ça, ce n'est pas lié aux obligations, hein, pas du tout. Hein. Enfin, pas seulement, marginalement. Donc là, ce qui a fait le changement de comportement, c'est que les gens ont vu à la télévision, dans leurs journaux, sur Internet, etc., que le vaccin était efficace, et puis voilà, ils ont changé de comportement. Donc maintenant, qu'est-ce qui va faire que les femmes qui donnent de l'eau ou de la bouillie à leurs enfants à 3 semaines en Afrique arrêtent de le faire et continuent à donner uniquement leur lait? Alors là, c'est autre chose. Donc en fait, ça dépend de chaque situation, et c'est pour ça qu'on ne peut pas se passer de l'aide des sciences de l'homme et de la société pour comprendre quelles sont les représentations de la population. Voilà. Alors, j'ai vu d'autres questions. Excusez-moi. J'ai vu passer une question qui était d'ailleurs Bernard Simon. Mais, quel est le rôle des enquêtes, non? Voilà, si. Je suis retombé sur une question. Ce n'est pas dans le Q&A, là. C'est un mauvais élève. C'est un mauvais élève. Il s'appelle Bernard Simon. Et il n'a pas fait la question dans le Q&A. Il l'a fait dans la discussion. Alors, ça, c'est pas bien du tout, je réponds quand même. Alors, quelle est la place des enquêtes anthropologiques et pour quels résultats? Alors, ça, c'est vraiment la bonne question. Effectivement, il faut. Vous savez, quand on me demande d'intervenir sur une question de santé publique, je serais très heureux d'intervenir, évidemment, s'il fallait participer à la lutte contre les arboviroses, contre les vecteurs. Là. J'ai l'habitude de dire, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Bon, alors, pas complètement vrai, j'ai quand même en général une petite idée quand même, j'ai un petit peu roulé ma bosse, mais j'aime bien dire, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Effectivement, il faut voir quelles sont les représentations de la population. C'est essentiel. Alors, c'est-à-dire quoi les représentations? Les connaissances sur la maladie. Par exemple, si on parle de la dengue, Zika, est-ce que les gens connaissent dengue, Zika, les conséquences, etc. La connaissance sur la transmission. La compréhension du rôle des moustiques, les gîtes larvaires, etc. Et puis les représentations sur les promoteurs des mesures de prévention. En France, dans l'ensemble de la France, plus de 90% ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19. En Guadeloupe, c'est seulement 43%. Les gens sont exposés d'ailleurs aux mêmes idées fausses, justes, etc., sur Internet et partout. Mais les représentations de la population sur les promoteurs de la vaccination, c'est le ministère de la Santé, le gouvernement, etc., sont radicalement différentes. Donc, les enquêtes doivent aussi nous amener à connaître les représentations sur les promoteurs des actions de santé. Merci. Voilà. Alors je vois qu'il y a d'autres questions, mais qui sont peut-être plus en termes aussi. Il y a une question pour le docteur Hortmans, mais une question plus générale par rapport au projet Rempart. Et la question qui est posée est vraiment après ces 3 présentations, quelles activités pour le projet Rempart? Donc, vous avez déjà indiqué que vous étiez disponible, mais donc peut-être c'est une question qui reste pour l'instant en tout cas ouverte, mais
je voulais savoir si vous aviez déjà, pour les 3 panélistes, en tout cas, déjà des idées à partager pour le projet Rempart. Oui, bah, je peux répondre si vous m'entendez. Oui, c'est Pierre Bodino. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez Oui. vous présenter, s'il vous plaît, pour les participants? Alors, je suis le chef de projet de ce projet Rempart épidémique. Voilà. Donc, alors effectivement, ce webinaire, il est très intéressant par rapport à ce projet qui a lieu donc dans ces 3 territoires avec, semble-t-il, des problématiques communes. Donc, ce projet, alors il est sur les maladies épidémiques et pour la suite, alors on doit alimenter et on doit prendre ce qui a été dit de ce webinaire pour pouvoir améliorer ce projet. Maintenant, il y a déjà des choses qui sont dessinées dans ce projet, notamment alors un réseau d'expertise qui a déjà été mis en place en 2019 et qui va être continuer à être alimenté et dont le webinaire fait partie également. Donc ça, c'est des apports d'information et d'expertise qui pourra être apporté par la suite effectivement aux communautés pour la lutte contre les épidémies et la prévention contre les épidémies. Donc il y a ça, il y a de la formation évidemment, donc beaucoup de formation des volontaires, notamment de la Croix-Rouge dans les 3 pays. On a également donc tous des stocks de contingence qu'on va mettre en place pour les activités de lutte contre les épidémies, et notamment donc en réponse à ce que Bernard Settramy nous a dit, c'est également aussi des études qu'on va mettre en place, et notamment une étude CAP, pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau de la population, quelles sont les rumeurs, quel feedback on peut avoir de la population, donc notamment au Guyana, dans laquelle on va peut-être pouvoir avoir plus d'éléments pour mieux répondre par la suite, alors probablement sur d'autres projets ou peut-être déjà dans ce projet-là. Voilà. Donc, Bernard, Simon, je n'ai pas toute la réponse à l'heure actuelle. Il faut encore analyser tout ce webinaire et comment nous, sur ce projet, on peut aussi s'adapter par rapport à ce qui a été dit. Voilà. Il reste encore des choses à faire voilà, pour la suite, par rapport à ce webinaire en tout cas. Mais des choses sont déjà dessinées et on aura déjà on a déjà des éléments et des choses à faire. Voilà. Merci Pierre. Je regarde dans le chat du coup, mais si vous voulez poser les questions, bon, du coup, vous pouvez utiliser le chat ou le Q&A. En anglais, de la part de Mina Romejo, thank you very much for the clear presentations. Can we receive a list of facts of what's true and false about the vaccines so that the community can overcome their fears? I am Mina Romejo, volunteer manager Suriname Red Cross. Je pense que c'est une question pour vous, oui, Monsieur Settre. Okay, thank you for the question. In the chat, I answered Mina and I sent a link to some tools I produced on COVID-19 communication for West Africa, including some tools that were supported by the French Red Cross. So they are designed for West Africa. I don't know if they can be used elsewhere. I have to say it would be difficult to have a list of false information on COVID-19 vaccines because it's an evolving list. I mean, maybe every week there is a new fake news circulating on these vaccines. So, of course, there are the main fake news about side effects or about chips
that are supposed to be included in the vaccine in order for Bill Gates to follow us around the world and things like that. So we could have a list of these main fake news. I don't know if it exists. Now the truth about vaccine, this is the most important fact. Well, I think there are a lot of things that have been written on that. I mean, the efficacy of the vaccine, and we know that this efficacy has evolved. The efficacy is not the same against Omicron than against the original virus, especially for preventing contamination, but for preventing death and severe sickness, the efficacy, I think, but I'm not virologist, is very similar. So I think there are a lot of, I mean, it's easy to find an article with these main answers, but I think we should not try to answer thousands of questions. The main point is efficacy and what are really the true side effects. I think these two things only need to be explained. Thank you. Thank you, Mr. Seth.